je vais continuer. Je vais devoir continuer par rapport à là où je t'ai arrêté. Où je vais juste faire un petit résumé. Parce que je pense qu'il y en a qui sont revenus, il y en a qui étaient sortis et il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Donc j'ai commencé tout simplement par parler de manière générale au particulier. Parce que qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Que toute philosophie est solidaire d'une remise en question systématique de l'ensemble des idées acceptées. Pour le philosophe, les idées toutes faites sont toujours mal faites. Philosopher, c'est critiquer un passé, ruiner des certitudes, entrer en conflit avec le doxa. Selon Husserl, la valeur de la philosophie doit être cherchée dans une bonne part dans son incertitude même. Celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence, emprisonné dans les préjugés qui lui viennent du sens commun, des croyances habituelles à son temps et à son pays. Pour un tel individu, le monde est sujet à paraître précis, fini, évident, et les objets non habituels sont délicatement rejetés. Dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous trouvons que même dans les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne, conduisent à des problèmes, lesquels nous ne pouvons donner que des réponses très incomplètes. C'est-à-dire que la philosophie est cette entreprise critique qui est capable de mettre fin au règne de la certitude. En plus, la philosophie est une aventure de la raison qui s'achève toujours dans la réception. Et si le philosophe recherche l'indubitable, l'incontestable, il sera du champ de la réflexion philosophique, car vouloir la certitude, c'est tuer la philosophie. Refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas s'éloigner des frontières de la philosophie? Deux attitudes nous poussent à philosopher. Le doute devant nos certitudes et le l'étonnement devant les choses. Selon Alain, la philosophie est un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Pour Nietzsche, philosophie, c'est penser à coup de marteau. Cependant, depuis l'histoire rapportée sur Thalès, car ce dernier, au lieu de s'occuper de ce qui se passe sur Terre, il méditait sur les arbres jusqu'à tomber dans un frigo. Dès lors, le sens commun considérait la philosophie comme une activité basée sur la rêve et des théories sans cesse. Les philosophes sont des personnes absentes du monde, des princes, des nuits. Pour rejoindre la pensée de Pierre Fougerolas, comparer l'activité technique à la philosophie, cette dernière passe comme un vain avantage et devient discipline par l'univers. C'est-à-dire que la philosophie est incapable de se fonder comme une science. Et le sens commun accorde plus d'importance à la science, car selon lui, la science nous donne la certitude, alors que la philosophie demeure une simple spéculation. En effet, la philosophie se rapproche plus de la religion qu'elle ne veut être que de la science qu'elle veut devenir. En effet, la science ne procède pas comme la philosophie. La science découvre les phénomènes de la nature et perce le mécanisme. Tandis que la philosophie réfléchit sur les réalités physiques et s'interroge sur le sens métaphysique de ces phénomènes. En un mot, contrairement à la science qui, elle, s'arrête au fait, la philosophie dépasse les faits pour s'interroger sur le problème de la philosophie. Dire que la science peut se substituer à la philosophie, c'est destiner l'avenir de la connaissance à la science. Or, il y aura toujours des questions qui échappent à la science. C'est pourquoi il faut plutôt envisager la science et la philosophie sous l'angle de la complémentarité dans le vaste champ de la connaissance commune. C'est ainsi que la grave affirme il est des domaines où son impuissance est grave. La science laisse subsister des ordres, des franges d'incertitude. La philosophie, c'est une activité inlassable. Donc philosophie, ça revient à être en vous. Dans l'introduction philosophique de Karl Popper, qu'est-ce qu'il affirmait? L'essence de la philosophie, ce n'est pas la recherche, c'est la recherche de la vérité, mais non sa possession.
même si elle se trahit d'elle-même, comme il arrive souvent, jusqu'à dégénérer en dogmatisme. C'est-à-dire en un système de savoir mis en formule définitive, complète et transmissible par l'enseignement. Faire de la philosophie, c'est être en groupe. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et que chaque réponse devient une nouvelle question. Voilà la raison pour laquelle Socrate n'a jamais achevé un débat. Il le laissait toujours suspendu à ses lèvres et aux lèvres de son interlocuteur, lui prétendant d'attendre une prochaine fois, mais qui n'aura jamais dit. Pourquoi? Tout simplement parce que la philosophie, c'est une activité qui est continue. Et que nul ne peut apprendre la philosophie, parce qu'apprendre la philosophie revient à apprendre l'histoire de la philosophie, et cette histoire est dans plus de 1000 livres. Je pense que personne ne peut apprendre la philosophie. Comme disait Kant, on ne peut apprendre qu'à philosophie. Mais la philosophie aussi, c'est un comportement. Le philosophe se comporte par rapport à la société, il a l'esprit critique. Comment les philosophes peuvent avoir l'esprit critique? Il soumet toutes les choses au tribunal de la raison. C'est pourquoi Descartes affirme: ne recevant jamais aucune chose pour vraie, que si de la cause évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en les jugements que ce qui se présenterait si clair et si distinctement à mon esprit que je n'ai aucune occasion de le mettre en place. Pour le philosophe, il ne faut rien accepter sans au préalable le soumettre à un examen critique de la raison. Parce qu'il y a que l'homme qui pense. Les animaux ne pensent pas. Les animaux ne réfléchissent pas. Philosophie revient à penser, à méditer, à cogiter. C'est pourquoi Descartes, qu'est-ce qu'il disait de plus? Nous ne deviendrons jamais philosophes. Puisqu'ons les raisonnements d'Aristote et de Platon, si nous ne pouvons porter un jugement solide sur une proposition quelconque. Nous aurions appris de l'histoire, mais non de science. C'est comme quelqu'un qui veut faire des mathématiques, en mémorisant toutes les formules de Thalès, de Pythagore, s'il n'arrive pas à résoudre toute espèce de problème. Vous auriez appris quoi? L'histoire des mathématiques, mais ça ne sera pas une science. Philosophie, c'est reconnaître son ignorance. Philosophie, c'est savoir que je ne sais pas. Philosophie, c'est reconnaître tout cela. Celui qui sait ne cherche plus à savoir. Cela devient notre salut à savoir. C'est pourquoi Platon, dans son texte, le bâti, qu'est-ce qu'il disait? Aucun Dieu ne philosophe et ne désire devenir savant, car il est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants, car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux, n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment beaucoup. Or, quand on ne croit pas manquer une chose, on ne la désire pas. Les peuples aussi ne philosophent pas, comme dit Descartes. Les peuples qui n'ont tout le corps à conserver s'occupent premièrement à chercher de quoi le nourrir. Mais les hommes, dont la partie principale de l'esprit, devraient employer le principal soin à la recherche de la sagesse qui en est la vraie politique. Donc, apprenons la philosophie. Mais, quand même, il ne suffit pas de dire que le philosophe, c'est celui qui médite, c'est celui qui pense, c'est celui qui cogite, que tout le monde est capable de philosophie. C'est pourquoi Hegel a sifflé la fin de la récréation. Il a dit qu'il est temps maintenant de faire l'affaire d'une philosophie une affaire sérieuse. Demandez-vous, est-ce que si on vous donne le poids, on vous donne un cycle, on vous donne un marteau, et on vous demande de faire une table, serez-vous en mesure de vous fournir une table? Non, il ne suffit pas de penser pour faire de la philosophie. Parce qu'en plus de les matériels qu'il faut faire ce qu'on appelle l'art de la monosonie. Si vous ne faites pas l'art de la monosonie et que vous ayez tous les études qu'il vous faut pour faire la monosonie, ça ne va pas marcher.
Donc on apprend à philosopher. Il faut toujours essayer d'apprendre à philosopher. Mais ça, j'ai parlé de la philosophie en fonction des deux philosophies. Mais ça ne revient pas à dire c'est quoi la philosophie. C'est quoi la philosophie? Est-ce que la philosophie, c'est la philosophie de Kant? Est-ce que la philosophie, c'est la philosophie de Karl Jaspers? Non. Qui a raison? Karl Jaspers? Qui a raison? Nietzsche? Qui a raison? Jean Kelevitch? Puisque Jean Kelevitch, qu'est-ce qu'il dit? Philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien ne va de soi. Que signifie rien ne va de soi? C'est comme si tout était évident. Est-ce qu'en philosophie tout est évident? Non, parce que nos organes de sens nous trompent. Et qu'est-ce que Descartes avait dit à ce propos? Nous avions tous été enfants un jour, n'est-ce pas? Qui n'a pas été trompé par ses parents? Tout le monde. Pourquoi? Parce que l'enfant, il ne se réfère qu'à ses organes de sens. Il n'utilisait pas son intelligence. Il ne pensait pas. Or, qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? C'est la pensée. C'est d'ailleurs à ce propos que Pascal affirme que la grandeur de l'homme est grande en ce qui se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de le reconnaître qu'on est misérable. Mais c'est aussi être grand que de reconnaître qu'on est misérable. Pensez que la grandeur de l'homme. Je peux bien concevoir un homme sans tête, pied, car c'est de l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que le pied. Mais je ne peux concevoir cet homme sans la pensée. Ça serait une pierre ou une pluie. L'homme n'est qu'un rôle. Le plus faible de la nature, c'est un rôle pensé. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers a créé l'homme serait encore plus long que ce qu'il veut faire. Parce qu'il sait qu'il est. Et l'avantage de l'univers absolu, l'univers absolu. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Donc nous verrons que la philosophie essentielle, nous allons nous heurter à une difficulté. La première, c'est quoi? Définir ses limites. Placer les limites. Les contours et les contours. Or, la philosophie n'est pas limitée. N'est-ce pas? La philosophie n'est point limitée. Donc, on ne peut pas définir la philosophie. Mais on ne peut pas définir la philosophie. Pourquoi? Parce que toute philosophie est fille de son temps. Toute philosophie est fille de son époque, comme disait Hegel. Les philosophes ne laissent pas de terre comme des champignons. Ils sont le fruit de leur époque, mais aussi ils sont le fruit de leur temps. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas définir la philosophie. Mais pourquoi on ne peut pas définir aussi la philosophie? Parce que la philosophie, c'est une vision du monde. Et chaque philosophe a sa propre vision du monde, qui lui permet de s'organiser et d'organiser le monde en même temps, en fonction de sa vision du monde. Chaque philosophe va penser à sa manière, va penser à sa façon. Pourquoi? Parce que la pensée ne peut trouver sa conclusion finale dans la pensée achevée de la pensée. La première pensée, c'est la pensée qui pense, l'organe qui pense. La deuxième pensée, c'est la pensée qui a été déjà pensée par la pensée qui pense. La troisième pensée a la même pensée que la première pensée. C'est pourquoi la philosophie est une affaire individuelle. Chaque philosophe a sa propre philosophie. Les philosophes sont comme des araignées qui se tiennent au milieu de leur toile et qui se rapprochent des autres que pour les détruire. La philosophie, il y a beaucoup de contradictions. Au fil des années, les philosophes se sont succédés. Chaque philosophe essaie de définir ce qu'il a précédé et c'est la réalité toujours à son tour. Donc, vous voyez, en philosophie, chacun a sa propre philosophie. Il y a autant de philosophie que de philosophes. Ainsi, nous remarquons que nous ne pouvons pas définir la philosophie de manière unique, mais aussi de manière positive. Donc nous allons passer à une autre étape, c'est-à-dire définir la philosophie négativement. Ça signifie quoi? Comme on ne peut pas définir la philosophie pour dire ce qu'est la philosophie, nous pouvons nous permettre de dire ce qu'elle n'est pas. La philosophie s'oppose à quoi? À la science. La philosophie s'oppose à quoi? Au savoir. Le savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que le savoir? Le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises dans un domaine bien défini.
Le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises dans un domaine bien défini. Maintenant, ce qui reste à connaître, c'est de connaître c'est quoi la connaissance. Comme le savoir se définit en fonction de la connaissance, il nous sera aidé de définir c'est quoi une connaissance. Une connaissance, c'est une certitude qui fait l'accord des esprits compétents dans un domaine bien défini, ou bien dans un domaine bien déterminé. Ce qui signifie, en philosophie, il n'y a pas d'accord. En philosophie, il n'y a pas de connaissance. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de savoir. Donc, on peut se demander dès lors, est-ce qu'Aristote avait raison? Comment Aristote définissait la philosophie? Comme le savoir de la totalité ou bien la totalité du savoir. Si Aristote s'est permis de définir la philosophie comme le savoir de la totalité ou bien la totalité du savoir, ceci n'était valable qu'entre l'Antiquité au XVIIe siècle. Donc nous allons regarder dans le rétroviseur du passé pour voir pourquoi Aristote s'est permis de définir la philosophie comme le savoir de la totalité ou bien la totalité du savoir dans la mesure du possible. Tout simplement, à l'époque, pour être un philosophe, il fallait être mathématicien, physicien, astronome, musicien. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Parce qu'il n'y avait qu'une seule science, et cette science s'appelait la philosophie. Il n'y avait pas encore de distinction entre science, musique, art et autre chose pour être impliqué dans la philosophie. Et nous avons une figure qu'on a raconté tous dans le passé, en 4e et en 3e, qui montre cela. C'est Pythagore de Samos et Thalès de Milet. N'est-ce pas? En 4e, 3e, vous avez connu Thalès comme étant mathématicien. Et Pythagore, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Donc vous remarquez que, et vous ne saviez pas à l'époque que c'était aussi des philosophes. Hein? Pythagore, celui qui a prononcé le mot philosophie, philosophe. Pourquoi? Vous ne le savez pas. Oui, je non. On lui connaît le motif de Sophos. Et Sophos signifie le sage, le savant. Donc, pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, à l'époque, il fallait maîtriser l'ensemble des connaissances pour être un philosophe. Lui, il s'est refusé cette appellation de Sophos et il dit que non, je ne suis pas un Sophos, mais un philosophe. Celui qui aime la sagesse et le verbe qui signifie aimer. Et en général, les filles qui s'appellent Sophie sont toutes belles. Parce que la philosophie est belle. Donc vous voyez que c'est pourquoi Aristote s'est permis de définir comme ça la philosophie. Mais au fil des années, qu'est-ce qu'on a remarqué? Au fil des années, qu'est-ce qu'on a remarqué? Au XVIIe siècle, Descartes nous a montré ça à travers une figure qu'on appelle la figure de l'art. Il montrait que avant il fallait maîtriser tout ça, parce qu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas encore de démarcation entre la philosophie et les autres sciences. Et qu'est-ce qu'il dit? Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique. Et les autres branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui présupposant une entière connaissance des autres sciences et le déterminé de la sagesse. Donc ce qui signifie pour être un philosophe à l'époque, il fallait maîtriser cet arbre de racines aux extrémités en passant par le tronc. Les racines c'est quoi? C'est la métaphysique. Mais est-ce que sans racines, un arbre peut rester debout? C'est pas possible. Sans racines, est-ce que l'arbre peut pousser? Vous voyez que sans métaphysique, ça ne marche pas. Donc Descartes dit qu'on a besoin de la métaphysique. Parce que quand l'homme sera homme, il va toujours se poser des questions d'ordre métaphysique. Mais, après le XVIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, dans l'Antiquité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord une rupture
Les mathématiques ont quitté les sphères de la philosophie et se sont formées en discipline autonome. Et au XVIIe siècle, il y a eu la physique avec Galilée, Kepler et Newton qui ont formé la physique. Puis au XIXe siècle, la chimie a suivi le pas de la physique avec Paul Bernard pour former une discipline autonome. Toujours dans la même année, il y a quelques autres sciences. Après la chimie, la biologie, Paul Bernard, et au XIXe siècle, Auguste compte les sciences humaines. Et les sciences humaines, c'est quoi? L'histoire, la géographie, la sociologie et consorts. Et ainsi, qu'est-ce qui est resté à la philosophie? Rien. Et la philosophie est devenue un néant de savoir ou un savoir en tant que tel. La philosophie n'est plus donc le savoir de la totalité. Donc cette définition n'était valable que dans l'Antiquité. Mais actuellement, on ne peut plus définir la philosophie comme le savoir de la totalité ou bien la totalité du savoir. La philosophie est devenue un néant de savoir ou un savoir en tant que tel. Parce que un gamin, si vous lui dites c'est quoi la philosophie, il va vous répondre simplement. Étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Mais cette définition n'est plus aussi exacte que dans le passé, parce que la sagesse, c'est quoi? C'est une vertu, mais aussi c'est une connaissance. C'est l'art de vivre selon le bien. Or, maintenant, la philosophie n'est plus une connaissance, on l'a démontré tout à l'heure. C'est pourquoi maintenant on dit qu'on ne peut pas définir la philosophie. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Que la philosophie est comme une femme en ménopause et qui a cessé de procréer et dont les enfants, une fois devenus adultes, n'ont cessé de se démarquer d'elle pour se former en discipline autonome. La philosophie, il faut savoir au bac, si on vous donne un sujet qui porte sur la philosophie le plus souvent, vous aurez quoi? L'esprit philosophique. Le peuple, l'étonnement. Donc faites attention, essayez de maîtriser ça au maximum. Il y a d'autres aspects de la philosophie qui comptent aussi. Quel autre aspect de la philosophie on peut relever à part de l'étonnement, l'esprit critique? Il y a ce qu'on appelle maintenant le parricide en philosophie. C'est quoi le parricide? Oui? C'est le fait de tuer les propos de son maître, puis rejeter les enseignements de son maître. Et ça, pour le comprendre, je vous renvoie tout simplement à Aristote. Aristote, après avoir resté plus de 22 ans disciple de Platon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est opposé aux enseignements de Platon pour s'opposer. Comment? Parce que pour Platon, il existe deux mondes. Le monde sensible et le monde intelligible. Et pour Platon, donc il faut partir du monde intelligible pour venir au sensible. Aristote s'est opposé à Platon en disant non, il faut quitter le monde sensible pour aller vers le monde intelligible par cette situation. Mais vous voyez que la philosophie est une entreprise de construction et de déconstruction. La philosophie est un château en perpétuelle reconstruction. Mais aussi, n'oublions pas que Aristote s'est opposé à Platon pour s'opposer, mais Descartes aussi s'opposera à Aristote pour s'opposer, et ça c'est notre point non connu de l'arrivée ultérieure de Nietzsche qui, avec du marteau, va démanteler les positions philosophiques de Descartes. Donc c'est ça la philosophie. Parce qu'à chaque fois qu'une philosophie s'impose pour être la philosophie, il voit automatiquement une nouvelle philosophie qui va la remplacer. Mais comme je sais pas parler, je vais lui mettre le micro parce que c'est mon professeur, c'est lui qui m'a tout appris. Heureusement. Et comme ça, peut-être je vais parler un peu de l'art, parce qu'il fait un peu d'art, et lui, il n'a même pas encore commencé. Il vient juste de tout. Allez. Bien.
je crois dire que si c'est à parcourir le programme, il m'a resté de vous proposer quelques idées philosophiques pour renforcer les thèses de votre. J'étais sur le point de montrer que la philosophie n'a pas de définition unanimement partagée par la communauté de tous les philosophes et que chacun la définit de sa propre manière. C'est pourquoi comprendre l'idée de Georges Bataille nous revient de droit. Il y a autant de philosophie qu'autant de philosophes. Et que la philosophie est un champ de bataille où il n'y a ni de vainqueur, ni de vainqueur. C'est comme si une bataille révisait en permanence son nom d'abord. La philosophie est un champ de bataille. Et comme lui, sa bataille, il a donné naissance donc où il a bâti certainement la philosophie à suivre l'attitude de son nom. Et voilà le pourquoi l'œuvre philosophique nécessite un débat. Si ce n'est pas défini la philosophie, ni moi aussi, je ne pourrais parvenir à définir la philosophie. Mais je vais tenter de montrer ce qu'est la philosophie ou ce qu'elle n'est pas. Pour ce faire, j'appelle Emmanuel Kant, qui disait d'abord qu'on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Apprendre la philosophie, c'est apprendre à penser. Ce n'est pas restituer les pensées des autres philosophes à l'occasion de devoir, mais il faut les assimiler afin de forger ton esprit critique. La philosophie est un itinéraire, une condition sine qua non qui nous met à la pensée. On ne peut pas l'apprendre, mais on peut l'apprendre. Et Emmanuel Kant a été si clair, parce que celui qui tente d'apprendre la philosophie doit lui-même avoir donc un livre philosophique intitulé Voilà la philosophie, réviser en permanence ce qu'est la philosophie. Et dans ce livre-là, il ne serait plus question d'apprendre la philosophie pour être philosophe. C'est mieux de lire le livre, fouiller ce document, réviser en permanence les thèses développées et se dire même philosophe. Aristote et Pythagore répondent. Aristote répond que la philosophie n'est rien d'autre que l'étude de la sagesse et dans la mesure du possible. Et celui qui se croit être philosophe doit lui-même se dire qu'il ne l'est pas. Car Socrate affirmait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate montre que le philosophe doit être humble, le philosophe doit être modeste et il doit reconnaître son ignorance. Car l'ignorance reconnue est mieux que l'ignorance cachée. C'est pourquoi, dans l'apologie de Socrate, dans le Ménon de Platon, dans l'Alcibiade de Mineur, dans l'Alcibiade de Majeur, dans le Phaéton, dans le Phèdre, et beaucoup d'œuvres philosophiques écrites par Platon où Socrate n'a rien fait. Et pour ce dire, je peux même dire que Socrate n'est pas philosophe. Pourquoi? Parce que être philosophe, c'est d'abord avoir des écrits reconnus comme maître et certainement donc avoir un disciple ou des disciples. C'est sûr que Socrate est un maître. C'est sûr que Platon est le disciple. Mais Socrate n'a rien dit. Il ne l'est pas. Il est philosophe parce que c'est lui-même qui se dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et l'attitude du philosophe, c'est faire peu de pauvreté en matière de connaissance pour se dire philosophe. Reconnaître son ignorance, parcourir la sagesse, parce que la sagesse n'est ni en nous, ni en vous. Où est-elle? On doit la rechercher. Qui doit la trouver? Ce n'est ni moi ni vous,
mais c'est un ensemble. Cela veut dire que la sagesse donc, doit être reconnue dans la perfectibilité et que la connaissance ou la sagesse est allée jusqu'en Chine. Ce n'est pas Chine comme un pays, mais Chine comme une ville. Le philosophe ne doit pas rester les bras croisés, se mettre lui-même dans le revenu de sa propre pensée, essayer de s'approprier l'idée de sa pensée pour se dire philosophe. Attends, la sagesse est loin de la philosophie. Et que cette philosophie-là est loin de la sagesse. L'homme qui est lui-même appelé le philosophe doit tendre vers la sagesse. Cette distinction est comprise dans le mythe de la caverne de Platon, où Platon a imaginé des personnes qui ont été privées de leur liberté depuis leur enfance. Et dans le mythe de la caverne, Platon va tenter de distinguer le philosophe à l'homme du sens commun, pour dire que ce n'est pas facile d'être philosophe, ni de se dire philosophe, parce que nul ne détient le monopole de la sagesse. Et si la philosophie est l'étude de la sagesse, et c'est comme vous le dites, donc la philosophie est partout. Parce qu'en effet, il y a la sagesse. En outre, il y a la sagesse. De là, on peut dire que la sagesse est moderne. La sagesse, si elle est moderne, la philosophie est moderne. Les Africains en ont une philosophie. On peut même parler de philosophie européenne, de philosophie russe, de philosophie serrée, si vous voulez, de philosophie polaire, de philosophie barbare, etc. Parce que si la sagesse est moderne, cette philosophie-là sera non moderne. Pour dire que la sagesse est une connaissance logée dans le champ philosophique. Platon, si je continue dans le mythe de la caverne, a tenté de distinguer l'homme du sens commun qui lui-même s'affranchit dans son ignorance. Il est resté gouverné dans les préjugés. Il est resté gouverné dans les oublis. Descartes refusait cette attitude du philosophe. Une fois donc, comme si cela dit, après avoir établi ou avant même d'établir le doute, Descartes arrivait à montrer que pour être philosophe ou pour connaître, il faut se fier des organes de sens. Parce que les organes de sens nous tombent. Il faut se fier des préjugés, des défauts de l'apparence. Et d'ailleurs même, des connaissances ordinaires et des connaissances qui nous viennent de l'enfantillage. Connaissance de la jeunesse. Descartes va quitter le livre du monde, aller dans le grand livre du monde. Pour lui, le livre du monde est rempli de préjugés. Le livre du monde n'est pas un livre dans lequel on peut mais être philosophe ou connaître. Il faut voyager alors. Ce voyage-là, où Descartes a tenté de montrer pour aller à Amsterdam, aller à Londres, etc., revenir et contempler la vérité philosophique, essayer de mettre comme doctrine le doute, douter de tout, réviser de tout, penser à tout et remettre tout en question, pour ainsi dire que Descartes a établi le doute pour tout simplement se démêler d'une fausse certitude. C'est encore tuer la vie. C'est pourquoi le voyage effectué dans le mythe de la caverne que le philosophe va faire, quitter le monde sensible, aller dans le monde intelligible, contempler la vérité dans le monde intelligible, revenir dans le monde sensible, montrer que la philosophie n'est pas ici dans ce monde sensible rempli de fausseté. Le philosophe, donc, selon Platon, doit apprendre à nous, tuer tous ses souilles corporels, tuer tous ses désirs corporels, réviser en permanence l'attitude philosophique, aller contempler la vérité, revenir et gouverner le pays. Et aujourd'hui, on a besoin de ces philosophes comme nous, qui d'ailleurs même doivent essayer d'enseigner, éduquer, inculquer, mettre en valeur, car le monde a besoin beaucoup de philosophes que de mathématiciens. Dans ce cadre précis, le philosophe est beaucoup plus utile que le mathématicien. Le philosophe est beaucoup plus utile que l'ingénieur qui a resté ou qui s'est resté dans le cadre de son ingénierie pour pouvoir fonder. Le philosophe lui-même a sa conscience et doit lui-même faire de l'homme sa propre conscience.
C'est pourquoi on dit souvent que la philosophie conscientise, la philosophie moralise. Parce que ce philosophe-là, qui a quitté le monde intelligible, faire une dialectique ascendante à une dialectique descendante, revient dans ce monde moderne-là et il va éduquer le peuple. Il va éduquer donc la cité, rendre la cité vertueuse. Et de ce fait-là, on peut même dire que ce sont ces philosophes qui deviendront des rois et que ces mêmes rois deviennent des philosophes pour une bonne gestion de la cité. Et quand je dis une bonne gestion de la cité, c'est comme si je révisais la thèse, mais de Socrate, avec la cité vertueuse. Socrate a pris la philosophie comme une affaire sérieuse. Dans cette activité-là, Socrate veut montrer que la philosophie doit ou revient pour l'homme un art de vivre. Un art de vivre veut dire quoi? Quelque chose qui peut rendre en tout cas l'attitude de l'homme vertueuse. Et dans l'apologie de Socrate, il tente de montrer que vous m'avez condamné moi, d'accord, vous m'avez condamné, mais tout en disant que c'est la justice, alors que tel n'est pas le cas. Vous m'avez condamné, mais dans le cadre de votre faveur, vous serez condamné par qui? Par la justice, par l'équité, par Dieu qui est le juge. Et de ce fait-là, cette philosophie va réviser la thèse de l'art de vivre. Elle va quitter l'art de vivre pour venir à une vision du monde. Et cette vision du monde-là, d'abord c'est Platon qui disait l'activité philosophique est un monde sensible, un monde sensible. Et si je dis un monde sensible, cela sera compris par Socrate, qui d'ailleurs même montrera que par la philosophie, on peut même enseigner l'enseignement philosophique. Et il sera condamné à mort de ce qu'il n'a pas fait, mais il a été réellement coupable. Socrate n'a rien fait, mais il est coupable. Socrate n'a rien fait parce que c'est lui-même qui s'est disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Quelqu'un qui ne sait absolument rien, mais ne peut pas en tout cas enseigner. Socrate croit au Dieu de la cité, mais Socrate avait également la voix divine. Socrate n'avait pas perverti la jeunesse, mais pourtant Socrate dérangeait la cité avec ses questions. Au baccalauréat, donc au second tour, on peut même vous poser cette question: de quoi Socrate est-il réellement coupable? Tentez de dire que Socrate est réellement coupable. Il est coupable. Il est réellement coupable parce qu'il empêchait, qu'il posait des questions, qu'il empêchait la cité de dormir. C'est pourquoi il est réellement coupable. Mais Socrate n'est pas coupable dans la mesure où il se disait comment quelqu'un qui ne sait absolument rien arrivera à pervertir la jeunesse. Cette attitude philosophique-là révise en permanence la philosophie comme un art de vie. Mais parlons du doute, de général, sur le doute, l'étonnement et la remise en question pour dire la spécificité de la philosophie. Parce que la philosophie a été ce qu'on appelle une mythologie traditionnelle. La philosophie était logée dans la tradition mythique. Parce qu'on entend souvent dire que la philosophie est née du mythe contre le mythe. Elle est née du mythe parce qu'elle a supprimé le mythe, contre le mythe parce que le mythe est irrationnel. La philosophie se veut rationnelle. Le doute a été élaboré par Descartes, qui se différencie de deux cadres privilégiés. Il y a le doute méthodique et le doute sceptique. Quand je dis le doute sceptique, je suis donc dans la doctrine de Bourron d'Hélice. L'attitude du doute dans lequel le philosophe peut douter jusqu'à ne pas accéder à la vérité, car il va prendre un recul. Essayez donc de nier ce doute-là, il ne fait plus confiance à la raison. Un sujet interne. Le philosophe est-il un sceptique? Mais d'accord, il faut dire que le philosophe est un sceptique. Pourquoi? Parce que le scepticisme est une doctrine philosophique. Et d'ailleurs même, il y a des philosophes sceptiques. Pyrrhon de Bus,
est un philosophe sceptique. Et le doute de Descartes, jusqu'à trouver le cogito ergo sum. Mais c'est sceptique, non? Pourquoi c'est sceptique? Parce que Descartes a trouvé deux axes qui ne semblent pas être ontologiquement vrais. Descartes lui-même a trouvé qu'il existe et en déduire Dieu. Ah non, il y a beaucoup. Exister, déduire Dieu. Je pense donc que je suis, le cogito ergo sum, étant que je suis, je sens qu'il y a l'idée d'imperfection en moi, et comme il y a l'idée de parfait aussi en moi, je sens Dieu. Qui, je peux même dire la métaphore, deux axes. L'axe chronologique, la vérité, donc n'est pas bien fondée. L'axe ontologique, rien n'est vrai. Parce que Descartes devait trouver Dieu avant d'ailleurs même déduire sa personnalité, déduire sa substance pensante. Le doute de Socrate. Socrate a douté jusqu'à même faire douter ses concitoyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Socrate posait des questions qu'il n'arrivait pas à répondre à ces questions. Les questions que je pose et que je n'arrive pas à répondre à ces questions posées est une reproche fondée sur l'inutilité de la philosophie. Parce que le philosophe pose souvent des questions et ébauche des réponses. C'est pourquoi cette attitude-là est plongée dans le doute sceptique. Différent du doute méthodique. Le philosophe doute et accède à la vérité. Qu'est-ce qui lui fait accéder à la vérité? Parce que ce doute-là est fondé d'abord dans le sentiment de vouloir trouver, dans le sentiment de vouloir accéder. C'est un doute de Descartes. On l'appelle aussi doute philosophique, doute cartésien, doute méthodique. Descartes a douté de tout. Il a fait table rasa de toutes les vérités qui ne l'ont pas contenté et faire face à la subjectivité du sujet. Pour ce faire, nous allons réviser d'abord ce qu'il avait montré avant de douter. Descartes avait écrit dans la préface donc, de son livre intitulé Les principes philosophiques, qu'est-ce que l'erreur? Il révise. Dans son texte-là, Descartes dit l'erreur n'est pas défectueuse à la manière d'une calculatrice mal programmée qui nous ferait commettre des erreurs de calcul. Si l'on pose le calcul 2 plus 2 égale à 4, c'est d'abord la raison qui intervient. Mais c'est la volonté qui décide si ce calcul est vrai ou pas. Mais si l'erreur dépend de notre volonté, Descartes affirme que si l'erreur dépend de notre volonté, comment feriez-vous que nous ne nous trompions pas? Parce qu'il est absurde et impossible de vouloir se tromper. Absurde car on n'en voit pas l'intérêt. Impossible car le moment où l'on se trompe, on sait déjà qu'on se trompe. Or, savoir se tromper, ce n'est plus se tromper. Donc, pour ce faire, Descartes lui-même va quitter le rêve pour venir dans le songe. Parce qu'il avait soutenu Sigmund Freud lorsqu'il disait que le rêve est la voie royale de l'inconscient psychique. Le rêve est insensé. Le rêve, c'est de l'imagination. Descartes, de manière fondée, va donc se fier au songe pour dire qu'avant de faire de la philosophie et bâtir ma propre philosophie, je dois douter de tout. Je ne dois rien accepter, sans pourtant que je la soumette au tribunal de la raison. Comme si rien ne va de soi, comme si rien n'est évident, car le doute engendre la claire certitude. Et par ce doute-là, il arrivera à détruire sa personne. Et il va métaphoriser sa philosophie comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, les autres branches en tout cas qui s'y trouvent, à savoir principalement la médecine, la mécanique et la mort. Pourquoi il a préféré terminer par la morale? Descartes répond, parce que la morale est la plus haute et parfaite degré de toutes les connaissances. Que l'homme peut voir, que l'homme peut connaître. Cette dimension-là doit fonder l'homme, doit forger l'homme. Et Descartes, de manière scientifique, avait justement compris que Galilée, Giordano Bruno, Pythagore de Samos, Ptolémée, Copernic ont été suspendus. Galilée a été condamné à mort. Giordano Bruno, brûlé vif. Pythagore de Samos, décapité. Parce qu'il défendait des thèses qui se distinguaient ou qui se différenciaient aux thèses donc des obliques
religieuse. Galilée, une fois condamné, et qu'il avait terminé de publier un livre intitulé Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Descartes lui-même, une fois que Galilée a été condamné, Descartes venait de terminer cette même thèse que défendait Galilée et que Galilée a été condamné. Descartes a brûlé son livre pour ne pas être condamné, parce qu'il voulait justement terminer sa vocation philo. Et en latin, il dira Code bitaillé, c'est d'abord idée, puis mon bidéré de désigner philosophie. Il faut vivre d'abord pour philosopher ensuite, car il arrivera des moments où l'on doit croire aux coutumes et aux croyances de la société. C'est également la morale alors. Parce que le philosophe doit parfois croire au Dieu de la cité, doit parfois arriver à croire ou finir avec le plus compliqué. Examiner tout et ne rien omettre de bon. Réviser en permanence toute thèse développée et pourtant ne rien accepter. Clarté, distinction, dénombrement, synthèse. Et de ce fait-là, on verra que Descartes est scientifique. Il est scientifique parce que nous sentons justement la synthèse, le dénombrement, la clarté et la distinction. Voilà le pourquoi on ne peut pas distinguer la philosophie à la science. Parce que la démarche philosophique est scientifique. La philosophie était quoi alors? L'encyclopédie de toutes les connaissances. La philosophie était la science. La philosophie était aussi bien donc la religion. La philosophie était le mythe. La philosophie c'est la magie. La philosophie c'est également tout ce que vous croyez. Toutes les connaissances étaient logées dans le cadre philosophique. Et de ce fait, on ne pourrait pas distinguer la philosophie à la science ni à la religion qui nous intéresse. Parce que le parcours de la philosophie et la religion est quelque chose de très utile. Le parcours de la philosophie et la science est quelque chose de très utile. Pour le comprendre entre philosophie et science, montrons d'abord ou affichons donc au front de l'académie, donc le Platon lorsqu'il disait nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est pas nul n'entre ici s'il n'est scientifique. Pour le scientifique, nul n'entre ici s'il n'a la rigueur. S'il est géomètre, la rigueur. C'est ce qu'on demande. Donc les philosophes étaient des scientifiques, et que ces scientifiques-là étaient des philosophes. Si cela dit, le père fondateur de la philosophie avait refusé catégoriquement de s'attribuer le nom de la philosophie pour se dire qu'il ne l'est pas. Mais il est un philosophos, un amant de la sagesse. C'est pourquoi la philosophie verra son nom. Amour de la sagesse. Amour comme étant philéen et Sophia. Ce n'est pas amour comme Bogante, ce n'est pas amour comme Malabogya, mais c'est amour comme également quelque chose dont on manque, quelque chose dont on n'a pas, quelque chose dont on doit rechercher. Et cet amour-là qui guide le philosophe, qui est animé par le philosophe, c'est pourquoi il va tendre vers la sagesse. Et de ce fait-là, on lui appellera un philosophe et non un philosophe. La philosophie donc est une science. Mais la science ne peut pas se distinguer de la philosophie. Affranchir la philosophie à la science, même si ce n'est pas donc Emmanuel Kant, en tout cas on comprend aisément que Descartes donc a élaboré justement la pensée philosophique à la pensée scientifique. Je viens de le dire, la philosophie est un arbre dont les racines sont la métaphysique. La métaphysique, le tronc, la physique, donc on entend physique, on entend également médecine, mécanique, alors de là, on peut comprendre que la philosophie est la science. Et nul des scientifiques ne pouvait se démêler de la réflexion philosophique, sinon il ne sera pas comme. Mais la philosophie, elle-même, doit rejeter au moins la science, parce que si c'est bien de le dire, en tout cas, c'est au XVIIIe siècle même que la science ou les sciences commencent à se débarrasser de la philosophie. Je parle de la biologie, de la chimie, de la médecine également, dans lequel la philosophie restera seule. Au lieu donc de s'affranchir à la science, elle va essayer donc de côtoyer la religion. Et pourtant elle l'est, parce que Imam Al-Ghazali Ibn Rushd affirmait que la quête du sens divin n'exclut pas la raison. Mais elle essaye de décrypter le message, le sens caché et profond, donc des textes
sacré. Imam Al-Ghazali Ibn Roche, Saint-Auguste, Saint-Thomas, etc. Mais il ne pouvait pas justement laisser la philosophie à côté. Parce que la philosophie, aussi bien à la religion, apporte un sens à l'existence humaine. Même si ne tient pas à discréditer ce sort, la gâcher totalement lorsqu'elle affirme quoi, mais toi lui-même disait que la philosophie n'est pas la religion. La religion ni la religion à la philosophie. La philosophie, en longtemps, était en conflit avec la religion du fait que celle-ci se veut l'autorité absolue, tant dans le domaine de la vérité que celui de la pratique. Donc, philosophie et religion, nous nous en nous l'avons dit. Maintenant, aujourd'hui, même imam dit, voilà, a besoin des idées philosophiques pour mieux détailler la pensée. Donc les deux sont indissociables. Aussi bien donc philosophie et religion vont se détacher comme l'a fait la science à la philosophie, parce qu'il y aura des philosophes de soupçon, tels que Nietzsche, tels que les autres également. Donc je vais prendre l'exemple de Nietzsche qui dira que, et Karl Marx Karl Marx dira que la religion est l'opium du peuple. Nietzsche va essayer donc de tuer Dieu, mais par une mort symbolique et non une mort naturelle. Dieu est mort ne signifie pas que Dieu est mort catégoriquement par la mort naturelle. Non, attends, Dieu est mort par une mort symbolique. Le fait qu'aujourd'hui, je me comporte donc le jour comme un homme religieux et que la nuit je fais tout ce que je veux, mais il n'existe pas le Dieu dans ma raison d'être. Donc je crois que ça c'est l'hypocrisie sociale développée par Sénèque. On a tendance à voir l'individu donc pleurer, verser les larmes alors que ses yeux sont secs. Là c'est l'hypocrisie. Alors, la philosophie donc va quitter justement le cadre des spécificités pour revenir aux interrogations philosophiques. Et ces interrogations-là vont donc être détaillées par trois grandes questions résumées par Emmanuel Kant, qui dira que, mais attends, la philosophie s'interroge d'abord sur l'interrogation métaphysique, l'interrogation axiologique et l'interrogation anthropologique. Métaphysique, la métaphysique signifie ta, métata, fusuka. Qui veut dire quoi? Ta, métata, fusuka veut dire donc tout ce qui dépasse l'expérience sensible, tout ce qui dépasse donc le monde sensible. Et d'ailleurs, deux questions s'interrogent. La métaphysique est-elle utile ou la métaphysique est-elle pérennisée? Est-elle d'actualité? L'homme ne peut pas se passer de la métaphysique. Elle ne peut pas échapper à la métaphysique. Parce que tant qu'il est sur terre, il va se poser des questions qui émanent son existence. Moi, bonne question, mais est-ce que Dieu existe réellement? S'il existe, à quoi il ressemble? Nous sommes formés de ces questions-là, fait de la métaphysique d'actualité. Et Karl Marx aussi bien, Jean-Paul Sartre disait que toute métaphysique ne doit pas être s'affranchie pour être périmée, mais la métaphysique est actualité. Mais aussi la métaphysique est périmée. Parce que les questions qu'on se pose dans les interrogations métaphysiques n'apportent rien de réponse. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse unanimement, donc il n'y a pas de réponse en tout cas amenée face à la question est-ce que Dieu existe réellement. Loin de parcourir la philosophie, il faut rester dans le domaine de la religion. Va venir l'interrogation axiologique. Quand je dis l'interrogation axiologique, axios, logos, l'étude des valeurs. Alors, si je dis l'étude des valeurs, va réviser en permanence donc la pensée d'Emmanuel Kant dans son livre intitulé Critique de la morale pure kantienne. Et dans ce livre-là, Emmanuel Kant avance trois maximes de la morale pour régler le problème de l'axiologie. D'abord, il dit agis de telle sorte que la maxime de la morale semble être érigée en règle universelle. Je répète, agis de telle sorte que la maxime de la morale semble être érigée en règle universelle. Cela veut dire quoi? Et qui peut alors discerner la philosophie à la religion? Parce que cette morale-là est aussi bien étayée dans le domaine de la religion. Dans le domaine de la religion. C'est la morale kantienne. Deuxième morale
agis de telle sorte que tu traiteras l'autrui de la manière dont tu te traites. C'est comme si Emmanuel Kant a révisé en permanence la pensée religieuse. C'est comme si Emmanuel Kant avait révisé en permanence le monde donc africain. Dès que nous le donnons, parce que dans le cas de dañuy toog ba ci yàlla ñu ne fexeel daal ba yow looy def ñëpp gis ci seen bopp waaye na nga xam ni yéene nekk la borom moo ciy fanaan. C'est la deuxième pensée d'Emmanuel Kant. Troisième pensée mooy agir de telle sorte que quoi mais agir. La grande différence entre art et esthétique, l'esthétique c'est au nombre de 7. Il y a la peinture, la musique, cinéma, littérature, ainsi de suite, parce que je ne vais pas tout citer, parce qu'il n'y a pas une très bonne mémoire. Vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, vous allez savoir des beaux-arts. C'est ça. Ok? C'est ça qu'on appelle maintenant les beaux-arts. L'esthétique vient du mot aesthésis. Aesthésis qui signifie un mot que vous connaissez. Quel mot se rapproche de aesthésis? Anesthésie. Vous ne connaissez pas anesthésie? A qui signifie absence de. Anesthésie qui signifie sensation. L'anesthésie c'est absence de sensation. Je pense qu'il y a une sage-femme ici, elle ne va pas me contredire. L'anesthésie, donc, anesthésie c'est absence de sensation. Parce que quand vous piquez quelqu'un une anesthésie, l'individu ne sent plus la douleur. Donc anesthésie signifie sensation. Donc anesthésie signifie absence de sensation. Donc l'esthétique est une affaire de sensation. Mais comment la langue définit l'art? Oui, d'après la langue. C'est la production d'une œuvre belle par un être conscient. L'art est la production d'une œuvre belle par un être conscient. Mais ça sous-entend quelque chose. Il n'y a que l'homme qui fait de l'art. L'animal ne fait pas de l'art. Donc le chant d'oiseau ne constitue pas de l'art. Parfois vous entendez l'oiseau chanter. Ça ressemble à de l'art, mais ce n'est pas de l'art. Pourquoi? Parce que dans la définition, on dit pas d'un être conscient. L'oiseau n'est pas conscient. Le nid d'oiseau aussi ne constitue pas de l'art. Parce que pour faire de l'art, il faut être conscient. La première chose à retenir, il n'y a que l'homme qui est capable de faire de l'art. Les animaux ne font pas de l'art parce que les animaux sont inconscients. Les animaux ne savent pas ce qu'ils font. Le chant d'oiseau ne va jamais évoluer dans le temps ni dans l'espace. L'oiseau chantera exactement toujours de la même manière. Donc ce n'est pas pareil. Mais si on essaie maintenant de définir l'art, c'est la même chose que la philosophie. On va dénaturer l'art. Parce que l'art aussi est difficile à définir. Donc nous allons passer aussi par une définition négative de l'art. On va essayer de voir la différence entre art et technique. L'art et la technique. Parce que l'esthétique, c'est la partie de la philosophie qui étudie l'art. Mais comme on a créé l'esthétique au XVIIIe siècle, vous allez me demander tout simplement, donc avant, les philosophes ne réfléchissaient pas sur l'art. Mais l'art existait. Si vous voyez dans certains livres, on mentionne l'art rupestre. L'art rupestre, c'est quoi? C'est les premiers hommes. Ils faisaient de l'art, mais ils dessinaient les animaux dans des grottes et sur des pierres. C'est ça qu'on appelle l'art rupestre. Et cet art a toujours existé, même avant l'esthétique. Mais les Aristote et consorts ont réfléchi sur l'art. Il n'y avait pas encore l'esthétique. Voyez maintenant la différence entre art et esthétique. L'esthétique est parue au XVIIIe siècle.
Et qui peut me dire qui a créé l'esthétique? Hein? Vous savez? Hein? Le combat latin. Bon. On va voir donc la différence entre l'art et la technique. Et pour comprendre la différence entre art et technique, nous allons faire appel au philosophe français. Le philosophe français Alain. Il dit l'art s'oppose à la technique, premièrement, le mode de production. C'est quoi le mode de production? C'est comment l'artiste produit son œuvre. À partir de quoi? L'artiste produit son œuvre à partir de quoi? À partir de quoi? C'est-à-dire l'artiste, au moment de créer son œuvre, il ignore le résultat de son œuvre. Il est surpris devant son œuvre. L'artiste ne peut pas prédire le résultat final de son œuvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'œuvre précède l'idée. Qu'est-ce qu'on entend par l'œuvre précède l'idée? C'est-à-dire, l'artiste, s'il est au tableau, pour peindre quelque chose, il ne saura jamais le résultat final. Il ne peut pas prédire, à la fin, j'aurai cela. L'artiste est incapable de le faire. Alors que la technique est capable de le faire. Prenez le menuisier. Lorsqu'il fabrique une table, il sait à la fin que son projet va se terminer par une table. Donc il a l'idée de la table. Donc la technique, c'est l'idée qui précède l'œuvre. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans l'art, c'est l'œuvre qui précède l'idée. Mais dans la technique, c'est l'idée qui précède l'œuvre. C'est-à-dire, le technicien peut dire avec exactitude, à la fin de mon projet, j'aurai ceci. Il est capable de le prédire. Or, dans l'art, c'est impossible pour l'artiste de prédire quoi que ce soit. L'artiste est aussi surpris que vous à la fin de son œuvre. Il est totalement surpris. Il est totalement ébloui. Donc ça, c'est ça qu'on appelle donc une différence de production. Mais ce n'est pas la seule différence. Il y a aussi ce qu'on appelle la finalité. Donc il faut retenir deux éléments. Le mode de production de la technique est différent du mode de production de l'artiste. Mais aussi la finalité. Le but de l'art, c'est quoi? Le but de l'art, c'est quoi? Le beau. L'art ne se soucie que du beau. Le beau. Et qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a de vraiment beau que tout ce qui peut servir à tout ce qui est utile. Ce qui signifie quoi? L'art dit que le beau, en dehors du beau, l'art n'a pas d'autre souci. Donc l'art est une finalité sans fin. L'art est une finalité sans fin. C'est-à-dire le but de l'art, c'est le beau. Alors que le but de la technique, c'est quoi? Le but est utilitaire. Utilitaire parce qu'on utilise la technique. Les voitures, vous ne l'utilisez pas. Les portables, vous n'utilisez pas. Les avions. Vous voyez que le but de la technique, c'est ce qu'on appelle l'utilitaire. Donc ça, c'est la grande différence. Donc à chaque fois que vous avez le plus souvent un sujet qui porte sur l'art, problème de définition d'abord, ensuite A, VS technique, la différence, qu'il y a deux grandes différences, mode de production, mais aussi la finalité. Mode de production, c'est quoi? Pour l'art, qu'est-ce qu'on a retenu? Que l'art est imprévisible, que l'artiste est incapable de prévoir le résultat de son œuvre. Il faudrait qu'il atteigne la fin de sa production et il est aussi
plus que vous. L'artiste est incapable de le prédire. Alors que les techniciens, allez chez le tailleur, par exemple, vous allez dire, par exemple, telle loquette là, de telle forme, de tel aspect. Donc, vous pouvez prédire le résultat final. Ma question maintenant, vous connaissez, je pense qu'il s'appelle Bouba Design. Bouba Design, c'est celui qui est capable de dessiner sur des portables, mais aussi à travers celui qui est capable de dessiner avec un portable, n'importe quelle pièce, il est capable d'imiter à travers un bic, il peut vous dessiner tout ce que vous voulez. Vous pensez que c'est un artiste? Est-ce que vous pensez que Bouba Design est un artiste? Il y a oui, il y a non. Silence un peu. Avant la fin de mon cours, vous serez en mesure de répondre à cette question. Silence s'il vous plaît. Vous saurez maintenant ce qui relève de l'art ou non. Vous allez le savoir tout de suite et maintenant. Dans l'art n'est pas limité, tout comme la philosophie. La philosophie, on a vu tout à l'heure que la philosophie n'est pas limitée. La philosophie réfléchit sur tout, mais l'art aussi n'est pas limité. À parler de la conceptualisation de nature et de culture. Autrement dit, le problème définitionnel. Qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que la culture? Réviser ces deux concepts, comment définir la nature et définir la culture semblerait donc closer le débat. Qu'est-ce que la nature? C'est tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que la nature? La nature est tout ce dont on est né, ce qui relève du naturel. Et dans ce cadre précis, il y aura deux problèmes. Qu'est-ce que la nature environnementale et qu'est-ce que la nature humaine? La nature environnementale, c'est tout ce qui nous entoure. Révisons en permanence la thèse évoquée dans la partie SVT, sciences de la vie et de la terre. En tout cas, cette nature-là est définie comme tout ce qui nous entoure. En EC, éducation civique, la nature est tout ce qui nous entoure. Mais la nature humaine relève des caractères biologiques de l'homme, ce qui peut en tout cas la distinguer de l'animal. Donc on a fait qui nit qui mbaam la nature humaine. Et d'ailleurs, on peut même terminer par dire que la nature environnementale est une nature naturelle, la nature humaine est une nature naturelle. La nature environnementale est nature naturelle parce qu'elle ne subit pas aucune des modifications. La nature est innée, la nature est naturelle. L'homme a fait de la nature ce qu'elle est. Sans doute, je suis petit ñu toog ba ci yàgg élèves yi jàng si fekk fii ñu planté ko ay garab loolu mën na nekk kon nit kee koy def et la nature naturelle donc relève de la nature environnementale. Maintenant s'il s'agit de la nature naturelle, c'est aussi compliqué parce que c'est l'homme qui va transformer la nature, va lui imposer des caractères